la trace. Un podcast proposé par le ministère de la Culture, mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945. De ces romans. C'est une histoire de papier, de feuilles froissées et griffonnées, de manuscrits et de lettres d'amour. Folle de luxe et dame de qualité, voilà. Ces papiers appartenaient à Michel-Georges Michel, pseudonyme de Michel-Georges Dreyfus, peintre, journaliste, homme de lettres. J'ai retrouvé des lettres d'amour, peut-être. Ah oui, lettres d'amour, il y a écrit dessus, une pochette rouge. Il y a d'autres encore, c'est pas exhaustif. Lorsque la guerre arrive, parce qu'il est juif et menacé, il quitte la France pour les États-Unis. Ça lui sauve la vie. Je sais pas. Elle ne sera pas longue, mon grand ami. Lisez-la. Mais dans son appartement parisien, il a tout laissé. Souriez si le procédé vous paraît puéril, mais ma pensée est restée chez vous. Collection d'œuvres d'art, bibliothèque et ses archives personnelles. D'où même sont peu chassés, et c'est la première fois durant notre amitié déjà vieille qu'il y eut dissonance. Cela me chiffonne. Des lettres d'amour, mais aussi une correspondance avec les plus grands artistes de son temps. Des croquis, des manuscrits, des articles, bref, des milliers de pages sont mises dans des cartons et emportées par les nazis. Nous nous connaissons mal. Je ne suis pas du tout la petite fille férue de littérature. De l'Allemagne à la Russie, puis de la Russie à Paris. Qui se paie un poète, oui, indéniablement le poète existe. Cet épisode retrace un itinéraire romanesque. Il est surtout loisible d'en voir l'homme, et c'est lui que je regrette quand je suis loin. Lui appartenant à la postérité. Alors voilà, je t'aime. 25 décembre 1926. Ouais. Cinquième épisode. Les archives littéraires et personnelles de Michel-Georges Michel, spoliées à Paris en mars 1941. Alain Dreyfus est le petit-neveu de Michel-Georges Michel et aussi l'un de ses héritiers. Voilà, alors on peut peut-être essayer de dire qui était ce monsieur, qui n'avait pas pour seule qualité d'être mon grand-oncle, hein, mais qui avait pour qualité principale d'être le frère de mon grand-père, à qui il était très très attaché. Il a vécu très longtemps, parce qu'il est né en 1883, il est mort en 1985, c'est-à-dire à 102 ans. Il n'est pas mort sénile, pas du tout. Il a chuté chez lui, rue Clément Marot, cet appartement qui a été pillé. Il garde quelques souvenirs d'enfance de ce personnage haut en couleur. Donc vous l'avez connu? Moi, je l'ai connu, oui. Enfin, j'ai connu... c'était un personnage incroyablement pittoresque et amusant, qui a connu absolument tout le monde et qui avait une verve de conteur absolument incroyable. Quelquefois, il donnait des tableaux à mes parents. Il revenait en loose day, comme ça, quand mes parents n'étaient pas là, puis il reprenait aussi les tableaux qu'il avait fait. Et il disait à mon père, ce qui est un peu contradictoire, il dit, tu comprends, Jean-Claude, quand tu donnes quelque chose, eh ben, tu ne l'as plus. Voilà, enfin, c'était un personnage assez rigolo, et qui, je me souviens, qui roulait en traction avant. C'était une voiture absolument formidable, et il la prêtait de temps en temps à mon père, voilà. Et moi, j'étais ravi de monter dans cette voiture de gangster. Pour la postérité, Michel-Georges Michel est l'auteur d'un best-seller intitulé Les Montparnasse, paru en 1924 et adapté au cinéma par Jacques Becker en 1958 avec Gérard Philippe et Anouk Aimée. Les folles années 20. La naissance du jazz, le mouvement dada, le charleston, le surréalisme, les cheveux courts, les jupes aux genoux. Paris est le cœur de tout ce bouillonnement. Et en ces années-là, le cœur de Paris, c'était Montparnasse. On y voit l'amertume des dernières années de la vie de Modigliani,
peintre et sculpteur en plein essor artistique, dans un Montparnasse année folle, au sommet de son effervescence. Le beau, le fantasque, le séduisant Modigliani allait connaître un destin fulgurant. Le 11 mars 1941, l'appartement de Michel Georges Michel, au 14 rue Clément Marot dans le 8e arrondissement, est vidé de son contenu. Michel Georges Michel y conserve des petits trésors artistiques, lui qui est ami de tous les artistes de son temps. Imaginez qu'il y a là des dessins de Matisse, Modigliani, Hélène Perdria, Jacqueline Marval, Soutine, Picasso et un sublime piano à queue Pleyel. D'après les différents documents d'archives, le nombre de biens volés ce jour-là par les nazis s'élève à 457 et mélange des tableaux, des dessins, des estampes, des aquarelles, des gouaches, des sculptures, des tapis et des instruments de musique. Ce jour-là, heureusement, Michel Georges Michel n'est pas là. Conscient des dangers, il avait déjà quitté son appartement puisqu'il émigre à New York où il reste pendant toute la durée de la guerre. De cet exil qui se déroule dans des conditions matérielles privilégiées, il fera un roman intitulé « Il est grand d'être à Miami ». Il est grand d'être à Miami. 4e de couverture. Est-ce ironiquement que Michel Georges Michel, impitoyable témoin de l'inhumanité des nations pendant la grande épreuve, a choisi ce titre, slogan publicitaire de la célèbre page de Floride? Que sont devenus les milliers de passagers abandonnés en mer ou qui furent rejetés par la cruauté, la crainte ou la cupidité de tant de pays où ils espéraient trouver refuge? Fin de l'année 1945, pour Michel Georges Michel, c'est le moment difficile du retour. Il arrive rue Clément Marot, trouve son appartement vidé et saccagé, sous-scellé. Dès l'année 1946, il engage de nombreuses procédures de récupération de ses biens. Dans ce courrier du 11 mars 1946, il s'adresse au directeur de l'Office des biens et intérêts privés. Et vous allez l'entendre, il indique l'existence d'une bibliothèque. Lettre de Michel Georges Michel, le 11 mars 1946. À Monsieur le ministre plénipotentiaire, directeur de l'Office des biens et intérêts privés, 146 avenue de Malakoff, Paris. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre lettre du 7 mars dernier, dossier 32-374 NFF, référence 5965. Ma bibliothèque n'était pas très importante, composée surtout d'ouvrages contemporains, la plupart avec dédicaces des auteurs, de livres sur la peinture et de mes propres ouvrages, cela en assez grand nombre. Je n'avais pas d'ex-libris. L'estimation globale, valeur 1939, peut être d'une 15aine de 1000 francs, au minimum. Je regrette de ne pouvoir vous donner, pour cette bibliothèque, d'indications aussi exactes que pour mes meubles et tableaux, je n'avais pas prévu ce pillage. Avec mes remerciements, encore, je vous prie, monsieur le ministre, de bien vouloir agréer l'expression de mes sentiments reconnaissants et très distingués. Michel Georges Michel, 14 rue Clément Marot, Paris 8e. PS. Puis-je vous signaler une très grande quantité de dossiers contenant des milliers de chroniques que j'avais publiées dans la presse parisienne depuis 1902, et quelques manuscrits de romans et pièces de théâtre qu'il me serait bien utile de récupérer, chaque chronique ou manuscrit portant ma signature ou mon nom. Son courrier ne reçoit aucune réponse. Et pour cause, tout le monde en France ignore alors que le destin de ces archives n'est pas le même que celui des œuvres d'art spoliées dans le même appartement. Comme toutes les archives spoliées en France, les nazis avaient emporté celles de Michel Georges Michel en Allemagne, à Berlin et dans de nombreux autres dépôts, situés dans les territoires occupés par le Reich. L'idée n'était pas de détruire ces archives, mais de les accaparer. À travers elles, les élites nazies devaient étudier les ennemis du Reich.
Les Russes, au fur et à mesure de leur avancée, s'emparent des archives qu'ils trouvent dans les différents dépôts. Nous ignorons dans quel dépôt précisément, mais nous savons que les papiers de Michel Georges Michel sont saisis par l'armée russe après la défaite des nazis. Les Russes y trouvent un potentiel stratégique et décident alors de les emporter à Moscou. Les papiers de Michel Georges Michel se retrouvent au cœur d'une histoire très complexe, une histoire de guerre à l'intérieur de l'histoire de la guerre. L'histoire du fonds russe que nous explique l'une de ces grandes spécialistes françaises, l'historienne Sophie Queré. Pour les soviétiques, c'était à la fois un trophée de guerre, une réparation, puisqu'ils avaient énormément souffert, y compris dans leur patrimoine culturel de la Seconde Guerre mondiale et des exactions nazies. Donc finalement récupérer tout bien culturel possible, y compris bien sûr des tableaux, mais aussi des papiers. Et puis, c'était aussi éventuellement des documents qui pouvaient avoir une valeur politique et, comme on disait au temps de l'Union soviétique, opérationnelle, donc de renseignements militaires. Et ne sachant pas sur le moment ce qu'ils allaient trouver, eh bien finalement ils ont tout embarqué et ils n'ont rien rendu. Se mettant ainsi complètement en défaut par rapport au droit international, puisque en 1945, bien sûr, la France et l'URSS étaient alliés contre l'Allemagne nazie. J'ai trouvé dans un rapport de 1965 mention de Michel Georges Michel. On voit que ces archives ont intéressé parce que il rassemblait beaucoup de dossiers de presse et donc il documentait la vie de l'immigration russe à Paris. Donc ils font ce travail très minutieux d'inventaire et après, alors là, évidemment la date clé, ça va être la chute du mur. Après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS, il y a des révélations en chaîne, et notamment celle de la présence donc de ces archives spéciales françaises à Moscou, d'où immédiatement un processus à la fois d'enquête et de négociation diplomatique qui aboutit en 1992 à un accord important entre les ministres des Affaires étrangères de l'époque, donc Roland Dumas et Kozyrev, un accord de microfilmage du côté russe et de restitution. Un processus de restitution qui finalement va être assez long, puisqu'il va être entravé par la Douma russe avec une logique nationaliste qui là encore est intéressante, puisqu'il s'agissait de ne pas rendre ce qui était considéré comme finalement des réparations, des biens sauvés aux nazis, mais qui aussi étaient entrés dans le patrimoine soviétique devenu patrimoine russe. La chute du mur de Berlin en 1989, puis l'histoire sinueuse du bloc de l'Est, nous emmène donc au début des années 2000, lorsque la Russie souhaite rendre ses archives qu'elle a si longtemps gardées comme un butin de guerre. Parmi elles, les papiers de Michel Georges Michel sont transférés au ministère des Affaires étrangères. Nous sommes en l'an 2000. Ils regagnent Paris 59 ans après leur spoliation par les Allemands. Центральный государственный архив, главархива СССР. Фондообразователь. Мишель Жорж Мишель, французский писатель-журналист. Procès verbal de remise. République française. Ministère des Affaires étrangères numéro ARLACM. Paris, le 28 avril 2000. Je sous-signais Jean-François Coupery, président de la Société des gens de lettres de France, certifie avoir reçu des mains de M. Amig, ministre plénipotentiaire, directeur des archives au ministère des Affaires étrangères, les fonds d'archives spoliés par les troupes d'occupation allemandes en France et restitués par les autorités de la Fédération de Russie. Comme ces archives avaient appartenu à un écrivain, le ministère des Affaires étrangères décide de les confier à la SGDL, la Société des gens de lettres, en avril 2000. L'une des missions de cette institution est de veiller à la préservation du patrimoine littéraire des écrivains. En 2003, la SGDL réalise un premier inventaire sommaire. Les documents identifiés comme précieux sont mis à l'abri dans un coffre. 13 ans plus tard, en 2016, le conseil d'administration acte la nécessité de restituer ces fonds.
La SGDL fait appel à la chercheuse Emmanuelle Pollack, qui réalise alors un inventaire plus détaillé des archives de Michel Georges Michel et commence des recherches d'ayants droit. Parmi les auteurs qui travaillent à la Société des gens de lettres se trouve l'écrivaine Emmanuelle Favier. En 2019, elle entend parler de ces fameux cartons d'archives et se met à s'y intéresser de près car elle est alors en pleine recherche sur les spoliations pour un roman qu'elle a le projet d'écrire. Cette coïncidence va changer le cours de notre histoire. Je m'appelle Emmanuelle Favier, je suis romancière. Mon dernier livre s'appelle La part des cendres et il est publié aux éditions Albin Michel. Nous sommes à la Société des gens de lettres, dans l'hôtel de Massa, qui est dans le 14e arrondissement. Je fais partie du conseil d'administration de la Société des gens de lettres et c'est à ce titre que j'ai entendu parler des fonds russes qui ont été déposés ici il y a une vingtaine d'années. Quand je suis descendue pour la première fois dans la cave de la Société des gens de lettres, où donc ces cartons d'archives étaient conservés parmi toutes les archives que les écrivains ont mis en dépôt ici, j'ai découvert donc une trentaine de cartons magnifiques, au papier évidemment un petit peu abîmé et surtout frappé de caractères cyrilliques. Et donc c'était comme de découvrir un trésor. Et surtout à l'intérieur, j'ai découvert vraiment des trésors, puisqu'il y avait parmi les archives de Michel Georges Michel énormément de coupures de presse, de manuscrits évidemment, mais aussi beaucoup de correspondances, une correspondance très abondante qu'il avait eue avec tous les artistes et écrivains de son époque, puisque c'est quelqu'un qui connaissait absolument tout le monde. C'était un chroniqueur, donc il était en relation avec vraiment tout ce que Paris en particulier faisait de plus intéressant et de plus éclatant comme monde intellectuel et artistique. Mon cher ami, que t'importent les cris de quelques ignorants ou de quelques jaloux qui ne te comprennent pas ou qui ne se comprennent pas eux-mêmes. Tu écris les livres les plus vivants, les plus exacts qui soient, comme si tu voyais la vie avec une avance de plusieurs années. Et les Montparnasse est la synthèse la plus scrupuleusement vraie, la plus complète et la plus large de la tragédie cubiste. Je te serre la main. Ton ami, Picasso. Il faut imaginer qu'on est dans un contexte où c'est pas du tout notre mission à la Société des gens de lettres de faire ça. Et c'est vraiment un concours de circonstances très heureux qui a fait que moi-même je me retrouve passionnée par ce sujet, complètement aux prises avec les questions de restitution, en lien avec la commission d'indemnisation et à la Société des gens de lettres. Donc c'est vraiment un hasard et un mélange de coïncidences qui a fait qu'on a pu engager les procédures de restitution de façon avec une finalité très heureuse et c'était un très beau moment d'ailleurs. Pour ses recherches, Emmanuelle Favier est en lien avec la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945. Elle va donc faire le pont entre la Société des gens de lettres et le ministère de la Culture, comme nous le raconte Isabelle Rouge-Ducos. La mission de recherche et de restitution des biens spoliés entre 1933 et 1945 a permis de restituer les archives de Michel Georges Michel à ses ayants droit, donc faire des recherches d'ayants droit et les recherches aussi sur le fonds d'archives lui-même, parce que nous avions déjà eu une demande de recherche par rapport aux œuvres d'art pillées dans l'appartement de Michel Georges Michel, qui avait été portée par ses ayants droit devant la commission d'indemnisation des victimes de spoliation. Et une fois saisie, la commission demande à la mission de recherche et de restitution et de faire les recherches nécessaires sur les œuvres d'art. Mais cela peut concerner aussi éventuellement des livres ou des archives. Par conséquent, nous sommes allés avec mes collègues Muriel de Bastier et notre chef David Zivi à la Société des gens de lettres, après avoir été appelé par Emmanuelle Favier, qui est écrivain et qui est membre de la Société des gens de lettres, et qui nous connaissait par ailleurs, et qui nous a fait part de ce sujet qui était pendant auprès de la Société des gens de lettres, qui avait l'intention évidemment de restituer ces archives aux personnes qui en étaient légitimement les propriétaires.
La restitution a lieu au mois de juin 2020 dans la salle de la SGDL qui abrite l'un des bronzes de la main de Balzac, sculpté par Rodin, ce qui n'aurait pas déplu à Michel-Georges Michel. Tous ses héritiers sont présents. Alain Dreyfus, que vous avez entendu tout à l'heure, mais aussi ses cousins de la famille Kramer, qui gardent eux aussi un souvenir ému de ce jour-là. Et qu'est-ce que vous avez ressenti lors de cette restitution Écoutez, évidemment de l'émotion, mais c'est un mot un petit peu facile. On a beaucoup souri. On a beaucoup parlé de Michel-Georges Michel, qui était un personnage assez épatant, et c'était, je crois, un gentleman de l'époque. Et donc, on a évoqué cela, et bien entendu, nous avons parlé de la mémoire de tous ces gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir un passé qui leur a permis qu'on en parle en l'an 2022, comme on en parle maintenant. Alain Dreyfus, qui a eu une belle carrière de journaliste littéraire, a aujourd'hui le projet d'écrire cette histoire, revenue à lui de façon si inattendue. La peau de toutes les dames folles, grandes et moyennes que j'ai rencontrées à travers les trois mondes, j'étais d'abord tenté de puiser dans quelques-uns de mes livres qui en fourmillent. Ces papiers vont aussi retourner à leurs conditions premières. Je ne vais pas vous lire tout le roman, quand même. Papier griffonné, papier froissé, amour de l'écriture et écriture de l'amour. Bref, un grand roman. À la trace, une série de Léa Weinstein, produite par le ministère de la Culture, réalisée par Arnaud Forest et par Gong, et racontée par Florence Loirecaille. Coordination, Elsa Vernier-Lopin, ministère de la Culture. Lecture, Caroline Mounier et François Perrache. Merci à Alain Dreyfus, Laurent Kramer, Emmanuel Favier, Sophie Queré, Isabelle Rouge-Ducos, Patrice Lockman, Maya Ben-Simon, Clément Olivier et à la famille Kramer. À suivre.